Ouvrez votre microphone et puis posez votre question. Allez-y. Ok, bon. Guillaume me dit qu'il veut la poser directement par le chat. Pas de problème. Ok. Bon. Le temps que vous la posiez. Ok. Serait-ce possible de mettre les slides à l'avance? J'ai lu les notes hier, mais c'est lourd. Les notes, oui, ben les slides, je les ai mises ce matin, d'accord? Parce que j'ai fait des changements, ben, j'ai rectifié quelques endroits, donc c'est juste ça. Puis je les ai mises ce matin, donc je les mettrai toujours avant à l'avance, oui, mais dès que c'est possible. Donc parfois ça peut arriver que c'est le matin même que je les mets en ligne et voilà, d'accord. De toute façon, en ce moment elles sont présentes sur mon blog. Puis je mettrai aussi bien sûr la vidéo en ligne. À quoi servent les quaternions? Donc, pourquoi est-ce que je vous parle des quaternions ici? C'est parce qu'on peut les utiliser comme pour définir une rotation. D'accord? Comme je vous ai dit, donc, je vous ai montré la multiplication, donc, mais seulement vous remarquerez que la multiplication, elle n'est pas commutative. D'accord? P fois Q n'est pas égal à Q fois P, n'est pas forcément égal à P fois Q. Comme preuve ici, remarquez, dans la deuxième ligne, par exemple, j'ai P2Q3 moins P3Q2. Donc, si j'inverse, ben, je vais avoir P3Q2 moins P2Q3. Et donc, le signe moins n'est pas affecté au même endroit. Donc, elles ne sont pas commutatives. Si le Q1, Q2 est égal à Q2, Q1, ça veut dire que tout simplement les deux sont nuls. D'accord? La commutativité implique que Q1, non, pardon, c'est pas les deux sont nuls, mais c'est le produit vectoriel qui est nul. Le produit vectoriel des deux vecteurs qui correspond aux deux quaternions, ben, ce produit vectoriel est nul. D'accord? Ça veut dire que Q1 et Q2, donc les vecteurs Q1 et Q2 sont collinéaires, donc ils sont parallèles. Mais dans le cas général, ben non, ils sont pas commutatifs. Et puis on peut définir aussi le conjugué complexe. Donc le conjugué de Q, ben c'est un peu comme le nombre complexe. Donc la partie réelle n'est pas affectée, mais la partie imaginaire, elle est affectée avec un signe moins, tout simplement. Donc là, je vais, au lieu d'avoir dans un nombre complexe, juste un nombre où est-ce que je mets un signe moins, maintenant j'ai les trois nombres complexes, mais il faudrait leur mettre un signe moins. C'est tout. La norme, bah, c'est la racine carrée de la somme des quatre composants, tout simplement. D'accord? Donc, on peut s'écrire comme étant racine carrée de Q0 au carré plus Q fois Q. Donc, la norme, c'est le carré, si vous voulez, de la norme du vecteur Q. L'inverse, un peu comme les nombres complexes. Donc, le nombre complexe, c'est exactement pareil. Donc, l'inverse d'un quaternion, ben, c'est son conjugué divisé par le carré de sa norme, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez faire le calcul, au fait, vérifier ça. Vous avez trouvé ça. Maintenant, pour le quaternion, donc, comme je vous ai dit à quoi il sert, ben, il va l'utiliser dans le cas de la rotation. Donc, imaginons que je sais que le corps, un objet, subit une rotation de θ autour d'un axe U. Donc, le U, c'est un vecteur unitaire de cet axe-là. Eh bien, je peux définir un quaternion de rotation, d'accord? Où est-ce que, dans la partie réelle, ben, je vais mettre cosinus θ sur 2, avec θ qui est l'angle de rotation de mon objet. Donc, partie réelle, cosinus θ sur 2. La partie imaginaire, eh bien, je mets le vecteur unitaire, donc avec ces trois composantes, et ces trois composantes-là, je les multiplie par sinus θ sur 2. D'accord?
Donc, ça me donne finalement un vecteur de cosinus θ sur 2, sinus θ sur 2 ux, sinus θ sur 2 uy et sinus θ sur 2 uz. Voilà les 4 composantes du vecteur rotation, plutôt du quaternion de rotation. Bien sûr, la norme, il faut qu'elle soit égale à 1, d'accord? Donc la norme est donnée comme étant ça au carré, plus ça au carré, fois le module au carré de ça, ça me donne sinus carré plus cosinus carré de θ sur 2, c'est égal à 1. Voilà. Même si je la mets sous la racine, ça ne change rien. Maintenant, comment appliquer avec la rotation? Donc, le quaternion de rotation a un vecteur. Donc, là, on utilise la méthode du quaternion. Eh bien, d'abord, pour chaque vecteur, on a dit, on peut trouver son quaternion correspondant. Il suffit juste de mettre le 0 dans la partie réelle et puis les 3 composantes dans les 3 parties imaginaires. Une fois que j'ai fait ça, je multiplie ce quaternion-là par R, par le quaternion R, mais je le multiplie à gauche et à droite. Je le multiplie à gauche par le quaternion de rotation R, et à droite, je le multiplie par son complexe conjugué à droite. Voilà. Donc R étoile, si vous voulez. Et voilà, et ça me donne tout simplement donc un vecteur ou un quaternion, un produit. Puis, une fois que j'ai ce quaternion-là, il suffit que je lui enlève la partie réelle, puis je regarde ces 3 composantes imaginaires, je dis voilà, c'est les 3 composantes du vecteur, après avoir subi une rotation R. D'accord? Bien sûr, R étoile, on avait dit, partie réelle n'est pas affectée, mais la partie imaginaire, il faut toujours mettre un signe aux 3 composantes imaginaires. Voilà. Exemple. Alors, si je vous demande rotation d'un vecteur V de composante 1, 1, 1, je le fais tourner d'un pi sur 2 autour de l'axe 0, 0, 1, autour de l'axe Z. Qu'est-ce que ça va me donner? Je ne sais pas si je vais vous laisser un petit moment pour le faire, mais on peut le problème, c'est qu'on ne peut pas, comme ça, comme quand je fais sur le tableau, c'est bien parce qu'on le fait ensemble, mais ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, il est clair qu'on sait qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vecteur unitaire, qui est ici vertical. Donc, finalement, il est confondu avec l'axe Z. Puis j'ai un vecteur V ici. Je lui fais subir une rotation de pi sur 2 autour de Z. Donc, pi sur 2, positif, donc il va y aller dans ce sens-là. Et je me retrouve avec ce vecteur-là en rouge. Voilà. Et si je regarde plus haut, par exemple, si je regarde de cette direction-là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir mon vecteur, en fait, donc ici c'est mon axe Z, d'accord? Je vais avoir mon vecteur comme ça, donc 1, et puis ici c'est 1. Et puis il va sortir de la page avec une valeur de 1 aussi. Si je lui fais subir une rotation de pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, il va être comme ceci. On va se retrouver finalement avec un autre vecteur qui va être aussi moins 1, 1. Donc finalement, ce que je devrais avoir, je devrais avoir un vecteur, donc le vecteur V', après que le V ait subi une rotation, il va devenir V', de composante, c'est quoi déjà? Donc sur X, ça va être moins 1, puis sur Y, ça va être 1, et Z, ça va être 1. Donc moins 1, 1, 1. Voilà ce que je devrais trouver. D'accord? Donc finalement, c'est ce vecteur-là en rouge. Moins 1, 1, 1. Donc on va faire on va faire le calcul avec les quaternions, d'accord? Mais pour que vous sachiez comment le faire. Donc pour ça, j'ai besoin du tableau. Donc j'espère que l'enregistrement est en cours, oui. Je vais arrêter le partage ici, puis je vais vous partager mon tableau encore une fois. Voilà. Donc ça c'est le tableau de tout à l'heure. Bon, je passe à côté. Donc, qu'est-ce que j'ai?
Donc ici, on a dit que j'ai mon vecteur V initial, c'est 1, 1, 1. Je lui fais subir une rotation autour de U 1, plutôt 0, 0, 1, 0, 0, 1, n'est-ce pas? Ça, c'est l'axe de rotation, d'accord? Vecteur unitaire de l'axe de rotation, et puis une rotation de θ égale à pi sur 2. Voilà. Je pense que c'est ça. Oui, donc 90 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose à faire, c'est d'abord de trouver le vecteur V flèche flèche. Le quaternion correspondant à ce vecteur-là, V. Alors, ça va être quoi? Il faut mettre 0 dans la partie réelle, et puis mettre les 3 composantes dans les parties imaginaires. Voilà. Voici le V, le quaternion correspondant à mon vecteur V. Il faut aussi définir le quaternion R, le quaternion de rotation. Alors, le R, si vous vous rappelez la formule, c'était quoi déjà? Alors, ici, je vais avoir cosinus de θ sur 2. Ici, je vais avoir sinus θ sur 2 fois UX. Ici, je vais avoir sinus θ sur 2 UY. Et puis, la dernière, c'est sinus θ sur 2 UZ. Voici mon R avec deux flèches. Voilà. Voici mon quaternion de rotation. Après, le R étoile, c'est facile. Je mets juste les moins ici, moins ici, moins ici. Je mets moins au sinus et c'est correct. Alors, donc ici, si je fais mon calcul, je connais le θ. Le θ, c'est pi sur 2. Donc, θ sur 2, c'est pi sur 4. Hein? Donc, que ce soit son sinus, que c'est son cosinus, j'ai un 1 sur racine de 2. Donc, je le mets en facteur. Donc, je vais avoir 1 sur racine de 2. Donc, le cosinus, donc c'est 1. Sinus, c'est 1 sur racine de 2. Donc, je mets 1 parce que j'ai déjà multiplié par 1 sur racine de 2. Le sinus θ sur 2, donc c'est 1 sur racine de 2 fois UX. UX, c'est 0. Bon, donc, ça me donne 0. Ici aussi, UY, c'est 0. Il me reste le UZ. Et donc, je vais obtenir un 1 ici. Voilà. Je pense que je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Voici donc mon quaternion de rotation. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ma formule, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que V flash flash prime, que je cherche, dont je cherche le vecteur, est égal à R fois V fois R étoile. Voilà. Et puis là, c'est associatif. Donc, je peux multiplier le premier fois le deuxième. Ensuite, je multiplie par le troisième. Ou alors, je peux multiplier le deuxième et le troisième. Après, je multiplie par le premier. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais d'abord calculer ça. Et puis, je multiplie par R. D'accord? Alors, allons-y. Donc, je cherche V fois R. Donc, ça, c'est R. Hein. Alors, je vais mettre mon gant. Juste un instant. Très bien. Donc, je cherche V fois ce R là. Ça, c'est un R, ce n'est pas un V. Monsieur, Oui, allez-y. c'est quoi le R représente? Le R, c'est le quaternion qui correspond à la rotation. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il représente? C'est pas la matrice de rotation, c'est quoi? Non, non, maintenant on a oublié. Pour l'instant, on oublie la matrice de rotation. D'accord? Donc, c'est juste une façon de faire subir à un vecteur, lui faire subir une rotation. Donc ça, si vous voulez, comme c'est un complément, c'est une alternative à la matrice de rotation. Voilà. D'accord? On appelle quaternion de rotation, tout simplement. Ok. Le 1 sur racine de 2, d'où il vient? Pardon? Le 1 sur racine de 2, vous pouvez Oui, détailler? on avait dit ici, on a un cosinus, ici on a un cosinus θ sur 2, et puis le θ c'est pi sur 2, donc ça me donne un cosinus pi sur 4. Donc c'est juste que au lieu d'écrire ici cosinus θ sur 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, j'ai mis le 1 sur racine de 2 en facteur, et j'ai mis 1.
ce que vous voyez? Oui, oui, ok. C'est-à-dire 1 sur racine de 2, c'est le cosinus pi sur 4. Puis ce qui est bien ici, que même le sinus, sinus pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. Donc je l'ai mis en facteur, comme ça je vais pas le réécrire 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. C'est bon? Et aussi autre chose, j'ai pas bien compris, c'est loin là avec les nombres complexes. Vous avez dit que le cosinus de θ sur 2, c'est la partie réelle et le reste des imaginaires. Oui, Euh, c'est ça. c'est la définition du quaternion, le premier membre est réel et les autres imaginaires. Les trois autres, si vous voulez, c'est comme un espace imaginaire. Dans les nombres complexes, on a juste un nombre réel et un nombre imaginaire, n'est-ce pas? Oui, Mais ici, la partie imaginaire, c'est plus un espace imaginaire. Donc, il y a trois composantes. Voilà. Ce d'accord. qui me fait un total de quatre composantes pour le quaternion. Donc, une réelle et trois imaginaires. Et je vous ai montré maintenant, chaque composante, elle est affectée soit de I, soit de J, soit de K. Et puis, ces I et J, K, elles ont leur propriété. Donc, I carré est égal à moins 1, comme dans les nombres complexes, mais J carré aussi est égal à moins 1, le K carré aussi est égal à moins 1. Et puis, je peux aussi avoir le produit entre les deux. Donc, I fois J, ça me donne K. D'accord? Ouais. Pourquoi Hamilton a pensé à ça? Ben, comment est-ce qu'il a pensé à ça? Ça, je ne peux pas vous le dire. D'ailleurs, comment la personne qui a inventé le nombre complexe a pensé au nombre complexe? Moi, j'étais abasourdi première fois que j'ai entendu le nombre complexe, mais c'était quand même bizarre comme concept, mais on l'utilise. Il est très très utile, n'est-ce pas? Vous savez très bien que les nombres complexes sont très utiles, notamment en physique. C'est Mais ça. là, pourquoi est-ce qu'on utilise des nombres complexes? C'est quoi l'utilité d'utiliser ça? Pardon? Pourquoi est-ce qu'on utilise les nombres complexes pour trouver les rotations? J'ai du mal encore à saisir le lien Non, entre c'est ces juste expressions. que c'est juste qu'on s'est rendu compte que ça marche, qu'on peut juste en appliquant R. Donc on la définition comme on vient de la définir, d'accord, avec le cosinus θ sur 2 et les sinus θ sur 2, ben ça marche. On peut faire varier, on peut faire pivoter un vecteur avec un angle θ. Ok. Puis C'est le ça. R, c'est vous qui nous l'avez défini, ça. C'est vous qui l'avez donné. Le quoi? Le R, est-ce que c'est vous qui nous l'avez donné ou est-ce qu'on l'avait calculé avant? Non, non, on l'a pas calculé, je vous l'ai donné. Je vous ai donné directement la formule. D'accord. Moi-même, je ne saurais pas comment est-ce qu'on y a pensé à ça. Peut-être qu'il y a un moyen de le calculer, mais je ne le connais pas. Donc, moi, je prends directement la formule, puis je lui applique. Donc, la formule me donne le quaternion de rotation, le R, et puis j'applique ça sur n'importe quel vecteur pour avoir le vecteur transformé, donc qui a subi une rotation. D'accord. Merci. C'est bon? De rien. Très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je vais calculer VR, d'accord? VR étoile, pardon. Puis le R étoile, je ne l'ai pas écrit ici. Donc, j'ai R. Oups. Je vais ici, je vais effacer ça. Donc, j'ai le. OK. Donc, R étoile, c'est tout simplement 1 sur racine de 2, n'est-ce pas? Fois 1, 0, 0, moins 1, puisque les parties imaginaires vont être affectées d'un signe moins. Voilà, donc je vais calculer maintenant le VR étoile. D'accord? Après, je multiplie à gauche par R. Alors, le V, on avait dit que c'était 0, 1, 1, 1, qui est là. C'est lui. Puis le R étoile, c'est lui. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais écrire ici V, R étoile, est égal à 0, 1, 1, 1, multiplié par, oh, je mets 1 sur racine de 2 en facteur ici, voilà, multiplié par 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 1. Voici donc V fois R étoile. Ben, je vais faire le calcul. Donc, comme on a dit, calcul de produit de Hamilton. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, je vais avoir 0 fois 1. Donc, non, je suis en train de chercher la partie réelle ici. Donc, 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1.
mais comme j'ai un k fois moins k, donc je vais avoir moins 1, donc je vais avoir un 1 ici. Tout le monde est d'accord. D'accord? Parce que j'ai ici, ça c'est k, et ça c'est moins k. Voilà, ça c'est pour la première ligne. La deuxième ligne maintenant, donc tout ce qui est en i, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Très bien. Ça c'est pour le i. Et puis je vais aussi avoir 1 fois moins 1. Donc ça me donne moins 1. Et puis moins 1 fois 0, ben, c'est 0. Voilà. Troisième ligne. La troisième ligne, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0 fois 0, ben, c'est 0. Plus 1 fois 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc j'ai un 1 ici. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste lui fois lui. Donc 1 fois moins 1, mais affecté d'un signe moins. Donc ça va être un plus 1. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir un i fois moins k. Donc ça me donne moins ik. Puis le ik, c'est moins j. D'accord? Donc ça me donne moins j. Donc ça fait plus j, donc plus 1. Pour la dernière ligne, pour l'avoir, ben, je vais 0 fois moins 1, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Qu'est-ce qu'il me reste aussi? Il me reste 1 fois 0 moins 1 fois 0, ben, c'est 0. Voici donc, que je pourrais écrire d'ailleurs, 1, 0, 2, 1. Voici donc VR, étoile. J'espère que c'est bon, j'espère que je ne me suis pas trompé non plus. Si quelqu'un voit que je me trompe, oh, il y a quelqu'un dans le lobby, juste un instant. Si vous voyez que je me trompe, eh bien dites-le moi, ok? Parce que parfois je fais des erreurs. Très bien. Maintenant, ah oui, ben, vous voyez déjà que... Merci. Donc là, oui, j'ai oublié le 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, effectivement. Très bien. Donc maintenant, je vais prendre ça, ben, je vais le multiplier à gauche par le R. D'accord? Donc finalement, je vais avoir le V'. Ça va être le R. On avait dit que c'est 1 sur racine de 2, 1, 0, 0, 1. Donc 1 sur racine de 2, 1, 0, 0, 1. Multiplié par ce que je viens d'obtenir, donc 1 sur racine de 2, 1, 0, 2, 1. Avec le 1 sur racine de 2, avec ce R sur 1 sur racine de 2, ça me donne un 1,5. Donc je vais effacer la racine de 2 ici, je vais la remplacer par 1,5. Et je multiplie donc par 1, 0, 2 et 1. Voilà. Voilà. Et voilà. Très bien, donc allons-y. Et ça qu'est-ce que ça me donne? Donc, il ne faut pas que j'oublie le 1,5 ici. Voilà. Donc, je vais avoir, dans la première ligne, donc partie réelle, je vais avoir 1 fois 1. D'accord? Donc, je vais avoir un 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Moins 0 fois 0, moins 0 fois 2 et moins 1 fois 1. Donc, je vais avoir moins 1 ici. Voilà. Dans la deuxième ligne, c'est-à-dire tout ce qui est proportionnel à j, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 fois 0 et 0 fois 1. Donc, c'est 0. Mais c'est pas tout. Je vais avoir aussi, on avait dit 0 fois 1, moins 1 fois 2. Donc, moins 2. N'est-ce pas? Juste m'assurer. Alors, je les ai pas mis au même niveau. Et ça, ça risque un peu de, je vais juste le refaire ici. On avait dit que c'était 1, 0, 0, 1, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, c'est le même niveau. Donc, j'avais dit 1 fois 0, plus 0 fois 1, puis 0 fois 1, moins 1 fois 2. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Maintenant, la troisième ligne. La troisième ligne, pour l'avoir, ben, je vais avoir 1 fois 2, moins 0, plutôt 1 fois 2 plus 0 fois 1. Donc, je vais avoir un 2 ici. Voilà. C'est pas tout. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 0, moins 0 fois 1 et moins 0 fois 1, ben, c'est 0. Donc, ça reste comme ça.
Passons à la dernière ligne. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, je vais avoir 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 2. Et c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il me restera? Il me restera 0 fois 2, moins 0 fois 0. Donc, c'est ça. Donc, ça reste comme ça. Et voilà. Donc, je vais avoir finalement un 0 ici. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. 2 sur 2, ça fait 1. Et 2 sur 2, ça fait 1. Et voici donc mon vecteur, mon quaternion, après avoir subi une rotation. Et donc, mon vecteur V', ça c'est en vecteur, ben, je prends les trois composantes, trois parties imaginaires, donc moins 1, 1, 1. Et c'est bien ça, ça qu'on attendait, n'est-ce pas? Donc, finalement, V', c'est moins 1, 1, 1. Donc, vous allez remarquer que toujours le terme réel, il va être nul. D'accord? S'il n'est pas nul, ça veut dire que vous avez fait une erreur quelque part. Voilà. Très bien, donc j'arrête mon partage de cet écran-là. Donc, arrêtez le partage, puis je reviens à ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Et voilà. Donc, on avait dit qu'effectivement, ben, on s'y attendait à ce que V' soit moins 1, 0, plutôt moins 1, 1, 1. Et c'est ce qu'on a obtenu. Puis, il y a un deuxième exercice que vous pouvez vérifier vous-même. Mais ça, je peux pas vous le faire comme ça parce que l'angle, c'est un quart. Donc, on vous demande de calculer le vecteur qui subit une rotation de pi sur 4 autour de l'axe U 0, 1, 1 sur racine carrée de 2. Ok, donc là où pour le quaternion, c'est toujours aussi simple, donc c'est toujours la même formule que vous appliquerez. Je vous parle du même vecteur, hein, donc le vecteur 1, 1, 1, auquel vous allez faire subir une rotation de pi sur 4, d'accord, autour de cet axe-là. Le problème, c'est qu'on a besoin de la calculatrice parce que cosinus pi sur 8, ça, on n'est pas le faire comme ça directement, il faudrait la calculer. Donc, je vous laisse le faire, d'accord? Puis, vous me direz des nouvelles. Mais toujours est-il, ben, vous pouvez utiliser toujours la formule, même pour vérifier. Par exemple, vous pouvez vérifier avec cette formule-là. Pour l'exemple que je vous ai cité, c'était facile de le vérifier. Mais là, c'est plus compliqué. Donc, vous pouvez faire une comparaison entre les deux. Très bien. Donc, ceci finit la partie quaternion. Donc, maintenant, on passe au mouvement de translation et loi de Newton. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer cette partie-là, mais c'est clair que je ne vais pas la finir. D'accord? Donc, les lois de Newton, qu'est-ce qu'elles disent? Ben, on en a trois, n'est-ce pas? La première, elle dit que si aucune force n'est appliquée sur un corps de masse 1, ben, celui-ci restera au repos, d'accord, et continuera à se déplacer en ligne droite à une vitesse constante. C'est-à-dire, il restera au repos ou il continue, ça dépend de sa vitesse initiale. C'est-à-dire qu'il va garder exactement la même vitesse. Si sa vitesse est nulle, bien, il va la garder nulle. Si elle est en mouvement, il va la garder en mouvement constante. Quand je dis constante, ça veut dire que ce soit la direction, que ce soit le module, il va être constant. Et quand je peux avoir une vitesse, un objet qui se déplace par exemple sur un mouvement circulaire, donc sur une trajectoire circulaire, avec la même vitesse, mais comme l'orientation est différente, eh bien, ça veut dire qu'il subit une accélération, ça veut dire qu'il subit une force finalement qui fait que il tourne. Puis la première loi de Newton, elle est valable dans les deux sens, n'est-ce pas? Donc, si je sais qu'il n'y a aucune force qui s'applique sur le corps, donc forcément, son mouvement va être uniforme, d'accord? Rectiligne uniforme d'ailleurs. Il va être sur une ligne droite. Ou alors, s'il est immobile, il va rester immobile. Et inversement, si je sais que son mouvement est uniforme, ça voudrait dire que la résultante des forces externes est nulle, tout simplement. D'accord? Donc les deux côtés sont bons. Donc si je sais ça, je peux déduire ça. Si je sais ça, je peux déduire l'autre. Deuxième loi de Newton dit que l'accélération d'un corps est proportionnelle à la force agissant sur le corps et dans la direction de cette force-là. J'ai un corps, j'applique une force ou plusieurs forces dans la résultante et dans une direction, ben, l'objet va se déplacer dans cette direction-là. D'accord?
Et bien sûr, il y a la relation, la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Quelle accélération? C'est l'accélération du centre de masse, pas n'importe quel point. Centre de masse. Faites attention, d'accord? Parce que je peux avoir un mouvement qui est en rotation. Ça veut dire que s'il est en rotation, ça veut dire que les points qui sont, par exemple, sur l'extrémité du corps, ben, eux, ils subissent un mouvement de rotation. Un mouvement de rotation veut dire qu'il y a une accélération centripète. Accélération, ben, ça veut dire que la formule là de Newton n'est pas applicable, n'est-ce pas? Bien que, même si j'applique aucune force externe, mais un objet peut être en mouvement de rotation. S'il est en mouvement de rotation, ben, les points, ces atomes, donc, subissent des forces, mais le centre de masse, lui, ne subit aucune force. Donc, sauf si j'applique une force externe. Et puis la troisième loi de Newton qui dit à toute force agissant sur un corps, donc action, ben, il y a une réaction. Donc si l'objet A exerce une force sur l'objet B, ben, l'objet B va exercer la même force égale et opposée sur A. D'accord? C'est la même ligne d'action, forcément. D'accord? Ça, c'est la loi d'action-réaction. Puis ce n'est pas parce que l'objet A, il ne faut pas voir les choses comme si A va exercer une force et puis lui, tiens, il va exercer une force sur moi, je vais exercer une force. Non, c'est en même temps, au même instant, d'accord? Tous les deux ensemble. C'est pas ce qu'on appelle action-réaction, c'est comme si, ben, il y a quelqu'un qui fait une action, puis l'autre, ben, je vais réagir. Non, c'est au même temps. Donc ça, c'est l'action, ça, c'est la réaction, ou alors ça, c'est l'action, ça, c'est la réaction. C'est exactement pareil. D'accord? C'est symétrique. Euh, donc, les forces vont générer, bien sûr, comme on a vu dans la deuxième loi de Newton, ben, vont générer des mouvements de translation. Donc, mouvement de translation d'un point du corps, donc, qui est caractérisé par la position R à tout instant. Rappelez-vous quand j'ai parlé des points ponctuels, donc des objets ponctuels, ben, si j'applique une force, ben, il va se déplacer. Mais il n'y a pas que sur les objets ponctuels que je vais exercer ça. Même n'importe quel objet, ben, son centre de masse, je peux dire que l'objet est représenté par son centre de masse dans le cadre d'un mouvement de translation. Si j'étudie un mouvement de translation, je peux représenter mon objet par son centre de masse. D'accord? Maintenant, si j'étudie le mouvement de rotation, là, ça ne marche pas. Parce que le centre de masse, lui, il n'est pas affecté. Il n'a rien à voir avec la rotation. Donc un mouvement, le mouvement d'une translation, enfin, d'un point du corps, d'accord, un point matériel ou du centre de masse, lui, donc, va être décrit par sa position à tout instant. Donc R, on va l'écrire comme ça, Rx, Ry et Rz. Ou alors, tout simplement, X, Y, Z, ça c'est les coordonnées de R. Les coordonnées du point, plutôt. Et puis, il est défini aussi par sa vitesse. Donc, la vitesse, Vx, Vy, Vz. On travaillera toujours système de coordonnées cartésiennes. Et puis, bien sûr, les Vx, Vy, Vz, ben, c'est les dérivés, hein, n'est-ce pas, par rapport au temps. La dérivée, je peux écrire dx sur dt, comme je peux écrire x point. Si je mets un point, ça veut dire que c'est la dérivée par rapport au temps. D'accord? C'est ça. Donc, finalement, un objet ponctuel ou un objet tout simplement étendu, mais lorsque j'étudie son centre de masse, eh ben, son mouvement ben, va être décrit par la position et la vitesse. Vous allez me dire oui, et l'accélération. Oui, l'accélération aussi, ce serait bien, parce que l'accélération, après, c'est les forces qui vont nous donner, mais on va pas la considérer comme propre à l'objet, d'accord, comme une propriété de l'objet. Donc l'objet, en fait, lui, si je décris sa position et sa vitesse, je les décris. Voilà. D'accord? Bien sûr, sa vitesse, s'il y a une accélération, sa vitesse va varier dans le temps. Mais si je décris sa vitesse en fonction du temps, puis sa position en fonction du temps, ça veut dire que je l'ai complètement décrit. D'accord? Puis l'accélération, donc c'est la dérivée de la vitesse ou la deuxième dérivée de la position, tout simplement, du vecteur position. Donc, vecteur accélération. Comme j'ai dit, si je mets un point, ça veut dire que c'est la dérivée par rapport au temps. 2 points, c'est la deuxième dérivée par rapport au temps. Ça, vous le savez déjà, j'imagine. Euh, Maintenant, pour un corps solide, les rotations, c'est pas suffisant. La vitesse et l'accélération, plutôt, et la position ne sont pas suffisantes. D'accord?
Pourquoi? Parce qu'on avait vu que ça, c'est juste pour un point matériel ou pour un centre de masse. Donc, juste un point. Maintenant, s'il y a rotation, il faudrait aussi inclure le mouvement de rotation, donc l'accélération et la vitesse angulaire. D'accord? Donc, pour un corps solide en rotation, les lois de Newton s'appliquent à tout point R du solide. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Donc, tous les points, en fait, euh, on peut appliquer ces lois-là de Newton. D'accord? Mais seulement, euh, si je prends un point d'un solide, lui, il est avec ses voisins. Donc, ses voisins vont exercer des forces sur lui. Ces forces-là, je ne peux pas les connaître. C'est pour ça que dans un corps, on ne fait pas ça, on n'étudie pas les points par point, mais on étudie juste le corps en entier. D'accord? On étudie seulement son centre de masse, et puis c'est tout. Après, pour la rotation, on étudie son orientation, et c'est tout. Donc, la position. Donc, oui, ça c'est sans rotation. Donc c'est la même chose. Oui, j'ai mal vu tout à l'heure. Donc si j'ai un corps sans rotation, toutes les vitesses, tous les points ont la même vitesse, la même accélération, etc. Ça, je l'ai déjà mentionné. Et puis donc, il suffit que je connaisse la position et la vitesse d'un seul point, je connais la position et la vitesse de tous les points, n'est-ce pas? Si je connais la position relative initiale de tous les points par rapport à mon point de référence, je connais la position relative de tous les points à n'importe quel instant par rapport à mon point de référence. Pourquoi? Parce que l'objet ne subit pas de rotation. Voilà. Puis, donc si j'applique maintenant une force externe, cette force-là va générer un mouvement de translation ou une accélération de translation qui est donnée par A de t égale à F sur M. Alors, F, c'est la force que j'applique, la force externe, d'accord? Et puis M, c'est la masse. Par contre, si aucune force n'est appliquée, bon, il est clair que l'accélération est nulle, donc la vitesse est constante. Je peux aussi définir la quantité de mouvement. Si vous vous rappelez, c'est quoi? C'est la masse fois la vitesse. D'accord? Puis la deuxième loi de Newton, la vraie deuxième loi de Newton, ne dit pas que la force égale à la masse fois l'accélération, mais elle nous dit que la force est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. D'accord? Donc, F est égal en fait à dp sur dt. Avec quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc, c'est une entité vectorielle, donc c'est un vecteur qui a un module qui est égal au module de v multiplié par m, puis la direction et le sens sont donnés par celui ou ce, direction et sens de v. Si maintenant la masse est constante, donc si je dérive dp sur dt, donc je dérive dmv sur dt, je peux sortir le m, je vais avoir tout simplement m dv sur dt. Donc la masse fois l'accélération, la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais par contre, si la masse n'est pas constante, dans ce cas-là, je ne peux pas dériver directement comme ça. J'ai un produit, donc c'est la dérivée d'un produit, donc dm sur dt fois v, plus m fois dv sur dt. Voilà donc. Donc il y a un terme qui se rajoute, n'est-ce pas? Et donc ce terme-là, comme on l'a dit, c'est lorsque la masse varie. Quand est-ce que la masse varie? Est-ce que vous avez un exemple? Oui. Je vous ai donné une image ici. Je prends par exemple un glaçon, je le fais glisser sur la table. Le glaçon, comme il glisse, donc il y a des molécules d'eau qui sont en contact avec la table, et puis à cause des frottements, ça va chauffer, puis ça chauffe, ça fond. Quand ça fond, ça laisse une trace d'eau. Donc finalement, le glaçon va perdre de la masse, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, je ne peux plus me permettre de négliger ces termes-là. Sauf, bien sûr, si cette perte-là est très, très faible. Mais sinon, il faudrait inclure ce terme-là. Puis l'exemple aussi le plus cité, c'est celui de la fusée. Donc la fusée, elle perd de la masse pour pouvoir s'éjecter vers le ciel. D'accord? Donc c'est cette perte de masse-là, donc finalement elle éjecte des gaz vers l'arrière pour pouvoir monter. Puis cette fusée-là, on ne peut pas l'étudier si on n'inclut pas ce terme-là. Et donc la question maintenant, c'est ce V-là, à quoi ça va être? Parce qu'ici, en fait, ce qu'on prend comme système, c'est juste la fusée. Donc tout ce qui est parti, il est perdu, on ne tient pas compte. Mais il va falloir faire une petite rectification au niveau de V ici. Alors, comment on va faire pour calculer le V? Vous connaissez la forme générale de la deuxième loi de Newton.
Donc, F égale à dp sur dt. Donc, si je prends le dt, je mets de l'autre côté, je vais avoir F dt dp. Maintenant, je vais faire le bilan, si vous voulez, de la quantité de mouvement à l'instant t, à l'instant t plus dt. D'accord? J'ai mon système qui est la fusée de masse m et le gaz de masse dm. Ça, c'est la quantité de gaz, donc la masse de la quantité de gaz qui est éjectée pendant l'instant dt, c'est-à-dire entre t et t plus dt. D'accord? Alors, si je fais le bilan de la quantité de mouvement que j'ai, alors qu'est-ce que j'ai? D'abord, je vais voir les vitesses. À l'instant, donc j'ai une fusée de masse m, puis j'ai des gaz éjectés de masse dm. À l'instant t, donc la vitesse de la fusée c'est v, et la vitesse des gaz qui sont aussi en même temps, qui se déplacent en même temps que la fusée, ben, sont à l'intérieur de la fusée avant qu'ils soient éjectés, ben, ils ont la vitesse la même que la fusée, donc v. Par contre, à l'instant t plus dt, ils sont maintenant à l'instant t plus dt, les gaz sont éjectés. D'accord? La fusée, elle va avoir une vitesse, on ne connaît pas vraiment pour l'instant, ben on va dire que c'est v, mais elle va peut-être varier un petit peu, donc v plus dv. Alors que le gaz, lui, il est éjecté avec une vitesse v gaz. D'accord? Donc sa nouvelle vitesse, c'est ici. Avant qu'il soit éjecté, il est là, donc il a une vitesse v, et après qu'il soit éjecté, c'est v gaz. Donc si je fais mon bilan, donc la variation, mon dp ici, ou mon delta p sur un temps très très court, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner le delta p de la fusée plus le delta p des gaz éjectés. Delta p de la fusée, c'est quoi? Ben, c'est m fois v plus dv moins v. D'accord? Donc m fois, donc en fait, c'est mv plus dv moins mv. Je mets m en facteur, et donc il y a des choses qui vont s'annuler. Ça me donne mdv tout simplement. Ça, c'est la variation de la quantité de mouvement de la fusée. Et maintenant, la variation de la quantité de mouvement des gaz, eh ben, c'est dm fois v gaz moins dm fois v. Donc dm fois v gaz moins v. Voilà donc la formule que j'obtiens. Euh, je peux remplacer la variation de la vitesse des gaz entre l'instant t et t plus delta t par u. D'accord? Donc je vais appeler u, c'est v gaz moins v. Donc je vais avoir ma formule. Donc la force égale à la masse fois l'accélération plus dm sur dt fois u. D'accord? Donc, si je veux connaître, parce que nous, dans ce qu'on va faire, ben, il faudrait qu'on connaisse les forces, puis on détermine grâce à ça l'accélération. Donc l'accélération, par la masse, ben, c'est la force. Ça, c'est les forces externes. Ça peut être le poids, la résistance de l'air, etc. Mais auquel il faudrait rajouter ce qu'on va appeler la force de propulsion. Donc ce terme-là qui est dû à la propulsion, dû à l'échappement des gaz de la fusée. D'accord? Mais ce terme-là, il serait nul si la vitesse relative des échappements de gaz est égale à la vitesse de la fusée. Si je reviens au cas du glaçon, par exemple, si je considère que le glaçon, ben, il perd des molécules d'eau sur sa surface inférieure, ben, si ces molécules-là, il les perd à la même vitesse que lui, ben, il n'y aura pas de force de propulsion. Il va subir aucune force. Pourquoi? Parce que le U va être nul, tout simplement. D'accord? C'est ça. Donc, c'est cette formule-là qu'on va utiliser si jamais on a à traiter des cas où il y a la masse est variable. D'accord? Ici, on a mis une valeur absolue. Ben, c'est ça qu'il faut parce que ici, au fait, dm sur dt. Puis il y a deux façons de voir le dm sur dt. Si je peux dire que c'est la masse, ben, c'est la variation de la masse de la fusée. Si je le considère comme ça, ben, je vais avoir un dm sur dt négatif. Parce que la fusée, sa masse diminue. S'il y a diminution de masse, donc sa dérivée est négative. Mais dans ce calcul-là, où est-ce que j'ai fait le bilan de la quantité de mouvement, ben, il est positif. Pourquoi? Parce que j'ai juste dit que j'ai un gaz qui a une masse dm, qui est positif. On va avoir une masse négative, n'est-ce pas? Puis j'ai divisé par dt, donc il est positif. C'est pour ça qu'on retrouve ici un signe moins, alors qu'on n'aurait pas dû. Si je prends cette formule-là et je la mets de l'autre côté, ben ça marche, mais si d1 sur dt est négatif, j'aurais pas dû le mettre comme ça. Mais en réalité, oui, je peux. Parce que ce d1 sur dt là, il est positif. Qu'est-ce que j'allais dire? Puis il y a aussi d'autres concepts aussi à connaître. Donc l'énergie transférée par une force, donc ce qu'on appelle le travail de la force,
Donc, c'est tout simplement le produit scalaire de cette force-là, multiplié par le déplacement, produit scalaire de cette force-là et le déplacement de l'objet. D'accord? Puis intégrer ça sur toute la trajectoire de l'objet. Ça, c'est en joules. D'accord? C'est l'unité d'une énergie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'impulsion, donc le delta P. En fait, si j'applique une force sur un objet, ben, l'intégrale de cette force-là dans le temps, on appellera ça l'impulsion donnée à l'objet. Donc je prends mon objet, ben, je lui donne une force sur une durée. Donc si je vous demande c'est quoi l'impulsion, ben, vous multipliez la force par la durée, si elle est constante dans la durée. Sinon, vous intégrez ça, vous intégrez sur toute la durée d'application de cette force-là pour avoir l'impulsion. Et puis cette impulsion-là, elle va s'ajouter à la quantité de mouvement, elle va s'ajouter vectoriellement à la quantité de mouvement de l'objet. D'accord? Donc attention, l'énergie ici, c'est un scalaire. La quantité de mouvement, c'est un vecteur. D'accord? Donc elle s'ajoute de façon vectorielle. Qu'est-ce que je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas entamer le mouvement en rotation. De toute façon, le temps s'est écoulé. Euh, donc ici, pour le travail qu'on ferait à un objet, ou le travail d'une force, vous remarquerez que si la force, j'applique une force, mais si l'objet ne se déplace pas, ça veut dire que je n'ai fait aucun travail. Je ne lui ai donné aucun travail. Par exemple, la table, elle est sur le sol. La table exerce une force sur le sol, mais tant que le sol ne bouge pas, ben, la table ne fait pas de travail. Par contre, l'impulsion, non. L'impulsion, c'est intégré sur le temps. Et puis le temps, on ne peut pas l'arrêter, donc il s'écoule toujours. Donc si la table exerce une force sur le sol pendant une journée, ben, je peux vous demander c'est quoi l'impulsion. Ben, vous multipliez la force du poids, par exemple, de la table sur la durée d'une journée. Donc vous allez trouver c'est quoi l'impulsion donnée par la table au sol. Et bien sûr, le sol n'a pas bougé non plus. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'a pas reçu cette impulsion-là. Mais s'il l'a reçue, mais il y a d'autres forces aussi qui ont fait que cette impulsion-là, enfin, qui ont fait qu'ils vont annuler cette impulsion-là. D'accord? C'est les forces justement qui maintiennent le sol immobile. Autrement, le sol il va s'effondrer sous le poids de la table. Voilà donc ce que pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on va commencer par le mouvement de rotation. Donc je vais vous faire la même chose que je viens de vous faire pour la translation, mais dans ce cas-là, et dans le cas de la rotation. Et on verra comment calculer le sens de masse, puis le moment d'inertie, donc la matrice moment d'inertie. Parce que jusque-là, on utilise juste un scalaire pour le moment d'inertie, mais non, c'est une matrice qu'il faudrait définir. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, je vous écoute. Donc vous n'avez que juste à, à ouvrir votre microphone et puis poser la question. Raccourci, Oui, allez-y. ouais. C'est quoi le lien entre le moment cinétique et le moment d'inertie? Non, le moment cinétique et le moment d'inertie. Enfin, le moment d'inertie, c'est propre à l'objet. Regardez, vous prenez un objet puis vous essayez de le faire tourner, d'accord? Il y a des objets qui sont faciles à faire tourner, n'est-ce pas? Donc, je prends. De toute façon, le moment d'inertie, d'ailleurs, il est proportionnel à la masse. Plus il est lourd, plus son moment d'inertie est grand. Si j'essaie de le faire tourner, ça me demande une certaine force pour le faire tourner. Ça, c'est pourquoi? Parce que c'est à cause de son inertie. Donc, ce qu'on appelle l'inertie à subir une rotation. Voilà. Un peu comme la masse, plus l'objet est lourd, plus il est difficile à faire bouger, n'est-ce pas? Le moment d'inertie, ben, ça représente un peu cette résistance à un mouvement de rotation. Voilà. Donc ça, c'est propre à l'objet. Donc il dépend de la masse et des dimensions de l'objet et de la forme aussi. D'accord? Mais le moment cinétique, lui, c'est autre chose. Le moment cinétique, si vous voulez, c'est le moment de la quantité de mouvement. Donc c'est euh, je prends la quantité de mouvement. Ben, si je vous dis c'est quoi la différence entre la masse et la quantité de mouvement, qu'est-ce que vous m'auriez répondu? La quantité de mouvement, c'est une masse qui est en mouvement. Oui.
bouge, ouais. Et la masse, ben, c'est la masse, c'est propre à l'objet. Oui. Ben, c'est la même différence qu'il y a entre le moment d'inertie et le moment cinétique, mais en rotation. Donc, finalement, je peux te dire que le moment cinétique aussi, c'est tout simplement le moment d'inertie multiplié par la vitesse angulaire. Un peu comme la quantité du mouvement, c'est la masse fois la vitesse. D'accord? Ok, je vois. C'est-à-dire qu'on utilise la quantité de mouvement parce qu'il y a des conditions où est-ce qu'elle elle est conservée. D'accord? Le moment d'inertie aussi, c'est la même chose. On l'utilise parce qu'il y a des conditions où est-ce qu'elle est conservée. D'accord. Bon. De toute façon, on y arrivera. Hein. J'espère que vous allez voir la différence la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais arrêter l'enregistrement.